Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le Club Excellence. C'est une nouvelle saison, une saison positive, dynamique. Ce qu'on a dit cette saison, c'est qu'on avait deux axes de travail clés principaux, le mindset, l'attitude, comment on doit voir cette année 2025, puisqu'on est au tout début 2025, et puis les outils. Bien sûr, pour performer en 2025, on a beaucoup parlé de l'IA et on va continuer à parler de l'IA, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le plaisir de retrouver et d'accueillir Henri Buzy-Cazot. Bonjour Thibaut. Tu es notre maître Capello, je le dis à chaque fois. Allez, j'assume, ça me va. Tu viens à chaque fois et c'est important pour nous d'avoir en début d'année une vision claire du marché, une vision politique peut-être, mais pas que. Moi, ce qui nous intéresse, parce qu'on en a parlé un petit peu, on a fait une répétition, nous, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les apprentissages de cette année, qu'est-ce qu'on peut garder de 2024 et comment on va se projeter en 2025, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir, les stratégies, on va en parler. Tu es bien sûr le directeur de IMSI. Président. Pourquoi je rectifie? Parce que j'ai de très bonnes directrices dans toute la France et je ne veux pas prendre leur place. Voilà. De l'Institut du Management et services immobiliers, tout à fait. L'une des écoles de référence de notre secteur. Exactement, depuis maintenant de nombreuses années. 25 ans. 25 ans. Cette année. Ça, c'est de la résistance. Ouais. Il y a un mot, c'est exceptionnel. Oh, c'est une belle aventure. Comment on fait pour durer? Comment on fait pour durer? Alors c'est très simple en fait. Il faut bien faire son métier. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On forme des femmes et des hommes, jeunes ou moins jeunes, beaucoup de reconversions, qui ont identifié que l'immobilier, c'était leur secteur. Et on les aide à choisir le métier dans lequel ils vont entrer, à préciser un peu leurs intentions et à les équiper, voilà, en compétences, en savoir, en savoir-être, en savoir-faire. Et je pense qu'on le fait plutôt bien parce que depuis 25 ans, 100% de nos diplômés, on sélectionne à l'entrée, mais 100% trouvent le métier qu'ils veulent dans ce grand secteur. Et pour presque 100%, pas tout à fait, 10 ans, 20 ans après, ils y sont toujours. Voilà. Combien depuis le début? Ouais, depuis le début. Combien? 6 000. 6 000. Oui. Alors au début, parce que maintenant l'école, c'est au moment où on parle, dans une dizaine de villes, c'est pratiquement 2000 étudiants en cours de scolarité, tous ou presque en alternance, à l'apprentissage. Mais au début, quand j'ai lancé l'école, eh bien la première promotion, c'était 13 étudiants. Voilà, je le dis avec émotion. Et oui, elle a bien grandi, elle est dans les territoires, il y a d'autres perspectives de territoire en France, même à l'étranger, et dans des pays lointains qui veulent qu'on les aide à monter des écoles, des pays en pleine expansion. Par exemple, clairement, je peux citer le dernier dans lequel on se souhaite implanter, c'est la Côte d'Ivoire. Incroyable. Pays en pleine expansion, d'aménagement du territoire, de construction, de rénovation, avec un besoin de talent, un besoin de normer les pratiques, et que ce soit pour la loi ou que ce soit pour les enseignements, il s'inspire de ce que la France a pu faire. Et c'est l'une de mes anciennes étudiantes, et ça c'est une belle histoire, qui préside la fédération de référence, l'équivalent de la FNAIM, on peut dire, et qui est elle-même une professionnelle et qui inspire l'évolution de son secteur. Et c'est avec elle, j'ai noué un accord de partenariat. Donc l'IMSI est à Abidjan, par son intermédiaire. Voilà. Génial. Ça fait du bien, ça, finalement. Aller à l'international, c'est une ressource, d'ailleurs. C'est un élément de motivation qui permet de se renouveler. Puis de mesurer aussi la chance qu'on a dans ce pays, parce que il y a le French bashing, alors on va éviter ça. Je crois qu'on est là pour faire l'inverse, et pour voir tous les atouts qu'on a. On est un modèle d'organisation des professions immobilières, du marché immobilier pour, j'allais dire, tous les pays du monde. Voilà. Alors, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais globalement, on a su faire plein de choses. On a su développer un parc HLM. C'est une fierté. Des pays viennent voir chez nous comment un parc public peut fonctionner. Et c'est un amortisseur social merveilleux, aujourd'hui, il faut être clair. Comment on fait pour bien construire? Comment on fait, voilà. Et puis, il y a des choses qu'il faut que nous, on arrange. Voilà, je dis volontiers qu'on a oublié de maîtriser le coût des logements et le prix des logements. Nos logements sont trop chers par rapport aux revenus des ménages. Voilà, du coup, d'ailleurs, on compte beaucoup trop sur les pouvoirs publics parce qu'il faut des aides, Les aides, on en aura moins. Voilà. Bon, donc, on va améliorer les pratiques, innover, trouver des solutions. Exactement. Et il y a plein de professionnels, des start-upers ou des plus anciens dans le métier qui sont innovants sur ces sujets-là. Voilà, on est un modèle et quand on va à l'étranger,
Eh bien, on mesure ça et on en sort, pas orgueilleux, mais très fier. Très fier. Oui, oui, ça fait du bien justement de sortir des frontières et d'aller écouter. Effectivement, souvent on a un modèle d'organisation dans beaucoup de sujets. Quand on reste chez nous, effectivement, c'est un peu la sinistrose de la déprime, alors que finalement, on a encore beaucoup de choses à montrer, à partager avec tous ces pays. À exporter. Exporter combien de pays en tout ? Alors, si on parle d'abord de notre pays, on est présent qu'en métropole, ça je le dis volontiers. Il va falloir regarder les DOM-COM, une dizaine de villes aujourd'hui. Et puis ensuite, ce pays-là, on a également inspiré la création d'une école au Cameroun. Il y a quelques années, et là, allez, je vais révéler tout de suite. Ça a quelques jours cette information, mais on va aller au Maroc. Génial. On va aller au Maroc parce qu'on en a une demande par ce grand pays ami francophile, comme le sont les deux autres que j'ai cités. Et on va faire le même travail. On va inspirer la création d'une école localement. Et je pense même là-bas qu'on va avoir un campus à nous. Donc on pourra même se passer de partenariat. On va être présent directement. Exceptionnel. Je pense que c'est une première ressource, effectivement, que de partir à l'étranger, de repartir à l'international. C'est vraiment une recette française d'aller s'exporter. Donc c'est une belle chose à faire en 2025 pour trouver des solutions. Alors on va revenir sur le panorama sur 2024. Qu'est-ce qu'on garde de positif en 3 points, si on pouvait résumer, parce qu'il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce qu'on va garder de positif? Il y a forcément un peu de positif pour se projeter sur 2025. Ah ben, le positif, c'est que dans des circonstances très éprouvantes, moi je mâche pas mes mots là-dessus, elles l'ont été économiquement, elles l'ont été politiquement, et les deux sont liés. Eh bien, les entreprises, de l'amont à l'aval, aménagement, promotion, construction, jusqu'au service, ont fait 2 choses. Elles ont résisté. Pas toutes. Pas toutes. Moi, je veux rendre hommage aussi bien à celles qui ont tout donné et puis qui n'ont pas pu, qu'à celles qui ont tout donné et qui sont encore là. Bon, on parle de résilience aujourd'hui, c'est le mot à la mode. On peut dire de la résistance, de la solidité, et il faut puiser vraiment dans ces ressources, les ressources de ces équipes pour le faire. Tu fais partie de ceux qui apportent des outils, donnent envie de continuer. Donc moi je rends hommage à tout cet écosystème, parce que c'est pas juste les professionnels, il y a tous ceux qui sont autour et qui les accompagnent. Premier satisfait. Le deuxième, c'est l'innovation. Et alors, elle a pris 2 dimensions. L'innovation tout court, c'est-à-dire des choses qu'on faisait pas, qu'on savait pas faire. Oui, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est un outil extraordinaire. Voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est extraordinaire. On est allé plus loin dans la digitalisation parce qu'on n'est pas encore au bout du chemin, etc. Et puis, l'innovation, ça a été aussi d'en revenir à des fondamentaux qu'on avait oubliés. Donc je mets ça sous le chapeau de l'innovation. Par exemple, il faut être très clair, et tous les patrons de grands réseaux le disent, le reconnaissent. Est-ce qu'on s'occupait suffisamment de la ressource qu'est le client? C'est-à-dire, est-ce que les data, on va le dire de façon très moderne, mais c'est plus fort, les data, c'est une ressource. Est-ce que on savait s'occuper d'un client, revenir vers lui alors qu'on l'avait servi il y a 3 ans, 4 ans? Est-ce que on savait faire de l'ingénierie financière, c'est-à-dire avoir des solutions en liaison avec des courtiers, avec des banquiers? Parce qu'aujourd'hui, trouver un financement, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 5 ans ou 10 ans. En réalité, ça c'est le métier. Si on parle de transactions, ou d'administration de biens, d'ailleurs, de gestion, ou de promotion, c'est le métier. Mais quand tout allait bien, on n'avait pas trop besoin de le faire, alors on ne le faisait pas. Bon, on est en train de redécouvrir le métier tel qu'il doit se faire, même quand ça va bien. Et même quand ça va bien, je pense qu'on aurait pu créer beaucoup plus de valeur, gagner encore plus d'argent. Voilà, les entreprises ont redécouvert dans une année difficile, pas bonne, tout cela. Alors, ça veut dire que la projection sur 2025, pour moi, mais je vais te laisser poser la question, c'est peut-être pas maintenant que tu souhaites que je le dise, mais si, on voit on veut des réponses maintenant, tu sais. La projection, elle est immédiate. C'est-à-dire que faisons un peu de politique. On ne peut pas ne pas le faire parce que l'immobilier, comme c'est pas une denrée comme une autre, le logement, ni même l'immobilier, d'autres
sous-classes d'actifs, les bureaux, les commerces. Pourquoi? Parce que la classe politique ne peut pas laisser se faire les villes n'importe comment, les paysages. Bon. Et donc, depuis toujours, depuis l'après-guerre, on est dans un secteur qui finalement est très administré, comme on dit. On ne peut pas négliger la décision publique. Moi, je dis à mes étudiants, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'intéresse à vous tout le temps. Vous êtes un agent immobilier, un promoteur, un aménageur. Si vous dites, moi, je me fiche de la politique, mais vous êtes mort. Bon, vous vivez avec les élus, avec leurs décisions, avec les lois, qui sont ce qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que économiquement, et parce que le pays est très affaibli de ce point de vue-là, les aides sont beaucoup moins au rendez-vous. Bon. Et puis on parle, on ne sait pas comment va être le budget pour 2025. Peut-être qu'il va se réécrire au début 2025. Je pense que c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Oui. Fin 2024, voilà, hein, un budget qui risque d'être administratif, qui va reconduire simplement celui de 2023. Et on va ressortir des mesures qui avaient été façonnées là, un prêt à taux zéro puissant, une mesure pour les investisseurs, des moyens pour la rénovation énergétique. Bon. On va avoir des outils, mais ils ne seront pas puissants comme ils l'étaient il y a 10 ans ou 20 ans. Il faut être très clair là-dessus. Moi, quand j'entends des professionnels qui attendent tout cela, moi, je ne veux pas leur mentir. Bon. Et je ne veux pas leur mentir parce que c'est parce qu'on voit les choses en face qu'on se dit mais est-ce que je ne vais pas trouver en moi, surtout, les solutions ? Tant mieux s'il y a une aide publique qui va me faciliter les ventes, aider mes clients. Tant mieux si ceci, cela. Mais est-ce que je suis allé au bout de ce que je peux proposer moi? Typiquement, si on parle d'ingénierie financière, pour la rénovation énergétique par exemple, bon, dans une copropriété, là je vais d'un métier à l'autre, mais oui c'est bien qu'il y ait ma prime rénov', bon, ou les certificats d'économie d'énergie. Est-ce que demain, il y aura moins d'argent pour ma prime rénov'? Mais oui, sans doute, mais probablement, ne rêvons pas. Bon. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution? Bien sûr que non. Les banques sont en train de façonner des offres, elles ont traîné des pieds, pour des prêts collectifs, parce qu'il y a une loi qui le permet plus aisément. Les syndics sont en train de constater qu'ils sont des ingénieurs financiers, avec l'aide d'AMO financiers, il y a des sociétés spécialisées. En tout état de cause, avant de dire « mais c'est affreux, le gouvernement ne fait rien », mais il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est presque un changement de système. On va basculer. Oui. On est dans un système effectivement administré, supporté, aidé, subventionné. Oui. Et on va demander, et on va être dans un système qui est plus connu de nos partenaires à l'étranger, qui est de trouver des solutions qui sont plus économiques, qui viennent de soi et qui permettent de ne pas dépendre, parce qu'on est dépendant finalement de ces aides-là. Et ça crée un système qui est un peu biaisé. C'est un système biaisé. Et puis, il y a une chose qu'on va devoir faire aussi. On l'a fait collectivement, mais quel est le problème, là, au moment où on parle dans notre pays? Fin 2024, début 2025, c'est que la confiance et le pouvoir politique est largement créateur de confiance ou l'inverse. Oui. Bon, c'est ça, on est dans un pays. Il est fait pour ça. Mais oui, il fait le contraire actuellement. On l'avait oublié. Les institutions, c'est ce qui nous rassure. On n'y pense pas tous les jours, mais quand on sort dans la rue, finalement, on est rassuré qu'il y ait une police, qu'il y ait une justice, qu'il y ait etc. Ça fonctionne, ça marche. Faut pas non plus mettre le doigt sur les choses qui ne fonctionnent pas. Je cite justement des choses qui fonctionnent. Mais le pouvoir politique fait partie de tout ça. Il a une mission. Il décide aussi des moyens qui sont donnés à la police ou à l'armée, etc. Bon. Cette mission aujourd'hui, elle est pas au rendez-vous de l'histoire, pour plein de raisons. Bon. Et donc, il faut que les ménages retrouvent de la confiance. Moi, je vais vous dire une chose que j'avais constatée au moment du Covid. Enfin, je m'étais dit que ça fonctionnerait peut-être, et ça a fonctionné. C'était la fin du monde, le Covid, au sens propre. Oui. Bon. Voilà, les femmes et les hommes mouraient dans tous les pays, et dans le nôtre, et en quantité, en masse. Oui. On a perdu des grands confrères, même à ce moment-là. Oui. Bon. Eh bien, il me semblait, on se disait, mais comment les gens vont-ils avoir envie d'acheter un logement? C'est-à-dire s'endetter sur 25 ans, en gros, ou 20 ans, alors que pour beaucoup, ils se demandent si leur vieux père ou leur vieille mère ne va pas, dans la semaine, disparaître. Oui. Bon. C'était ça, quand même, qu'on portait sur les épaules. Eh bien, le logement, c'est un actif qui a une teneur extraordinaire, qui donne envie de vivre. C'est-à-dire qu'on écrit son histoire, on préempte l'histoire. Et la confiance, aujourd'hui,
qu'est-ce qu'elle donne pour les Français, ou le manque de confiance? Ils thésaurisent, ils mettent de l'argent de côté. Oui. L'épargne n'a jamais été aussi importante. Eh bien, il vaudrait mieux qu'ils mettent cette épargne dans l'achat d'une résidence principale en se disant, mais j'écris mon histoire, je me sécurise. Voilà, c'est tout, je me sécurise. Je sécurise ma retraite, mais je sécurise même les 2 années, les 5 années qui viennent. Mais est-ce qu'on peut pas dire justement que ça a été bien fait? Moi, j'ai l'impression en 2020 que les pouvoirs publics, le président, à ce moment-là, a réussi à rassurer. Moi, c'est ce dont je me rappelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le marché immobilier a rebondi aussi fort. Alors, pour moi, en 2021-2022, parce qu'il y a une réassurance très claire des pouvoirs publics et du président. Moi, il y a eu ça. C'est vraiment mon avis. Il y a eu ça, et très clairement, des mesures ont été prises qui ont rassuré la population, qui ont resolvabilisé la population. Oui. Hein, voilà, bon, on a apporté des revenus à ceux qui n'en avaient pas directement par l'activité. Ça a été fait. Bon. Et on ne va pas aujourd'hui refaire l'histoire. Comme nulle part ailleurs. Comme nulle part ailleurs. Mais aussi, et là je regarderai la filière, elle s'est organisée, moi je me rappelle, j'ai pris ma part pour que l'activité puisse continuer, alors qu'elle n'était pas dite prioritaire. Bon, pour qu'on puisse continuer à faire visiter, avec des précautions sanitaires, etc. Travail important pour les locations, les ventes. Exactement. Que la gestion puisse continuer, parce que la vie des immeubles continuait. Aussi bien pour les bureaux que pour les logements. Bref, la filière, elle s'est puissamment digitalisée à ce moment-là. Hein, on se le rappellera aussi. Il en reste quelque chose. Elle a fait le job. Et elle a continué à dire, mais l'immobilier continue à vivre. Et les ménages ont retenu ça. Et ils ont continué, avec beaucoup de difficultés, à acheter ou à louer. C'était plus compliqué. Mais ils ont fait. Et dès que la libération est intervenue, si je puis dire, ben on a vu à quel point le marché, parce qu'il y avait eu des retenues, a rebondi. Parce qu'il a, Voilà. Donc cette conception d'un immobilier qui permet d'écrire son histoire et de se rassurer, moi, je pense qu'elle sera encore plus précieuse en 2025. Voilà, on a cette chance. On propose aux ménages, ou aux entreprises d'ailleurs, ou aux commerces, des choses qui les consolident, les rassurent, sont des actifs, au point que si on a un coup dur après, cet actif, tout le monde sait qu'il a une valeur. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont obligés de céder à un moment où ils divorcent, mais ils l'ont cet actif. Et s'ils ne l'avaient pas, ils feraient quoi ? Effectivement, la valeur refuge est une valeur effectivement de confiance et on a besoin effectivement d'avoir confiance dans l'économie pour investir dans l'immobilier. C'est un ressort important pour 2025. Quelles sont les actions concrètes que tu vas pouvoir initier, impulser, parce que je sais que tu es au contact des pouvoirs politiques. Moi, déjà, il y a une chose, alors là je vous parle en... allez, je sais pas si on peut dire que j'ai de l'influence. J'espère que j'arrive à peser sur la décision publique. Oui, en tout cas, je fais assez d'efforts pour souhaiter que ça fonctionne. Je vais lancer dans les jours qui viennent je sais pas comment il faut appeler ça. On pourrait dire think tank. En clair, un lieu dans lequel les députés et les sénateurs de tous bords qui s'intéressent au logement viennent échanger sans passion. Qui est un lieu latéral, qui sera à côté de l'Assemblée du Sénat. Parce que bien sûr qu'ils parlent à l'Assemblée au Sénat, mais il y a des postures. Et bon. On constate quand même qu'il y a un domaine, c'est pas le seul, mais pas loin, sur lequel il peut y avoir des accords de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par les autres partis, c'est le logement. Donc, moi, je suis confiant dans le fait qu'après ce marasme-là, on va avoir un nouveau gouvernement, le Parlement sera toujours le même. Début 2025, les fameuses mesures dont on a besoin, mais aussi des mesures juridiques pour l'urbanisme, pour la simplification, pourront donner lieu à des accords. Et que la classe politique va pouvoir s'accorder sur le logement et la politique publique du logement. Oui, sur l'essentiel. Je le crois vraiment. Moi, je vais apporter cette contribution-là. Je suis sûr que ça va fonctionner, ça. Mais je suis pas pessimiste parce que les invitations sont parties, là, il y a quelques heures, et qu'il y a des retours. Sont partis à quelque chose comme 150 parlementaires qui s'intéressent un peu, beaucoup passionnément au logement. Et il y a un nombre de retours qui me suffit largement. Qui veut dire qu'il y a des leaders dans tous ces groupes politiques qui sont prêts à s'accorder là-dessus. Et ça, c'est très fort. Donc, c'est très rassurant pour la filière. Oui, ça serait notre vision commune pour 2025, c'est-à-dire trouver un modus operandi, trouver une solution ensemble, parce que c'est insupportable de voir ces conflits totalement inutiles sur des sujets... Voilà, se retrouver sur des sujets importants. Le logement, c'est la paix sociale. C'est la paix sociale. C'est la prospérité économique, bien évidemment, c'est un levier extraordinaire, mais c'est la paix sociale. Et les pouvoirs publics qui sont, on sait qu'ils peuvent se chamailler, même se battre, etc.,
tout de même, ils savent très bien qu'ils sont garants de la paix sociale. Et un pays, vous savez quoi, on a eu les gilets jaunes, c'était pas loin, hein. C'était un sujet logement d'ailleurs, c'était des femmes et des hommes qui se sentaient déclassés dans des territoires en déprise. Bon. Sujet aménagement du territoire. Mais la paix civile dans un pays, elle est très fragile. Et quand on a parlé de bombe sociale, hein, les ministres ont repris cette expression, c'est ça, c'est le risque qui est que le tissu social se déchire si les ménages n'arrivent pas à se loger correctement. Voilà, donc, correctement. Le premier combat, le logement. Ah, c'est le premier combat. Très clairement, très vision commune, et tu vas pouvoir associer différentes les politiques autour de ce projet très largement. Clé en 2025. Très largement. Justement, les leviers et les outils pour 2025. Moi, il y a un sujet qui m'a passionné. Je t'ai vu au Rent et tu étais avec Bernard Cano. Oui. On a eu l'enfant en commun avec Bernard. Mais entre autres, oui, je sais, c'était quand même exceptionnel. Listigo, il s'appelle. Exactement. Voilà. Et qu'il porte d'ailleurs depuis longtemps. Et encore une belle cause. Une très belle cause qui, pour moi, rassemble les agents immobiliers autour d'un projet de confiance. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Parce que je trouve que c'est important pour 2025 aussi, c'est comment on peut partager. Alors, moi, je défends depuis toujours, à l'école, j'espère qu'on l'enseigne bien, ça. La confraternité. Ça fait 35 ans que je suis dans ce secteur. Je n'y serai plus. J'y ai beaucoup d'amis, des complices en tout cas, mais vraiment des amis, et t'en fais partie. Si je mettais pas au cœur de tout la confraternité, par exemple, je présente l'IMSI, je dis c'est l'une des écoles de référence. Je dis pas c'est l'école de référence. Il y en a au moins 2 autres que j'ai d'ailleurs pilotées dans ma vie, parce que c'est ça une vie, hein. On passe d'une entreprise à une autre. La confraternité, c'est on reconnaît les efforts, les apports que chacun fait, y compris les concurrents. Il faut des bons concurrents, tu le sais bien. Bon, c'est terrible quand on n'en a pas. De la même manière, la notion de partage dans la transaction immobilière, il faut qu'elle s'impose. Et on n'y est pas encore. On est dans une période où, quand on a un mandat, déjà c'est une victoire, parce qu'il y a plein de vendeurs qui sont tétanisés. Donc quand on arrive à leur dire, mais écoutez, mais n'hésitez pas, allez-y, on va faire le mieux pour votre session. Et puis on a du mal à trouver les acquéreurs, parce qu'ils ont du mal à se financer, et puis ils ont des craintes. Bref, réunir les deux, c'est difficile. C'est quoi le partage du mandat? Avant de dire Listigo, c'est un moyen. Bon, le partage de mandat, c'est se dire, mais moi je détiens un mandat. Est-ce que d'autres ne seront pas mieux placés que moi pour trouver l'acquéreur? Et alors, je vais entrer dans une communauté dans laquelle ils pourront me contacter, et puis on va faire un partage d'honoraires. Selon d'ailleurs des règles du jeu chez Listigo qui sont décidées par celui qui porte le mandat. Je peux partager moitié-moitié, c'est assez classique, mais je peux décider d'une autre équation. De la même manière, moi j'ai des acquéreurs, mais j'ai un portefeuille très pauvre et j'ai pas la solution. Dans cette communauté, je vais trouver des mandats que d'autres détiennent et qui vont satisfaire mon client acquéreur. Et donc l'affaire va se faire. Et donc il y aura des honoraires pour le professionnel. C'est tout bête en fait. Mais la profession, elle n'a pas ce réflexe. Alors il y a 2 réflexes qu'elle n'a pas. C'est le mandat exclusif, c'est-à-dire dire à un client, ne faites confiance qu'à moi. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de perte de chance. Derrière moi, il y a une communauté de professionnels. Et par exemple, chez Listigo, c'est 22 500 professionnels au moment où on parle. 22 500 négociateurs qui sont là. 500. Oui, d'agences ou de réseaux, parce qu'on est ouvert aux 2 grands modèles. Oui, c'est pas mal. Ça veut dire que si j'ai un acquéreur qui me dit à tel endroit, moi je cherche une 2 pièces, etc., je ne l'ai pas. Mais quelqu'un va l'avoir. Bien sûr. Et donc je ne vais pas le perdre, ce client. Et je vais le satisfaire, et il sera satisfait de la profession. Donc cette pratique du mandat exclusif et du partage, ça fait 2 réflexes que les professionnels n'ont pas. Un seul chiffre, moi il me fait de la peine, et puis comme je suis optimiste, voilà, le mindset positif du Club Excellence, je me dis on en a sous le pied. Il y a aujourd'hui un mandat sur 5 en France qui est un mandat exclusif, et moins d'un mandat sur 5 qui est partagé. Alors on en a sous le pied. Voilà, moi je dis aux agents immobiliers, je dis à mes confrères, ces professionnels-là, qui n'ont pas ces réflexes, mais si aujourd'hui, dans des temps difficiles, et pour quelques années, vous ne prenez pas ces réflexes-là, vous appauvrissez la valeur de votre entreprise. Voilà, c'est très simple. Et vous passez à côté de la possibilité de satisfaire tous vos clients. Voilà. C'est un très beau combat. Je pense que c'est le combat pour 2025. Je juste reprends un chiffre. 25-30% effectivement de mandats exclusifs, qui me paraît très peu, mais c'est effectivement les chiffres en France c'est les chiffres. Et qui sont complètement liés au partage. Il y a un lien direct entre les 2 chiffres ou pas? Eh bien, pas assez. C'est pour ça que je disais, en plus, dans ces, on va dire, dans ces allez, 30%. Ouais, 30. Je pense que c'est 30 les chiffres. Bon, mais très bien, 30. La proportion de ceux qui sont partagés, c'est-à-dire de professionnels qui sont dans un dispositif de partage,
chez Listigo, mais je cite confraternellement l'autre grand dispositif qui s'appelle la MEPI. J'ai pas de problème, je l'ai créé en plus à l'époque. Eh bien, ces deux dispositifs qui sont sur le marché, à eux deux, ne réunissent pas 100% de ceux qui prennent des mandats exclusifs. Alors il y a des bons élèves sur le mandat exclusif partagé, des grandes enseignes qui sont souvent sur ce plateau dans ton émission et sur Radio Imo, qui ont une proportion dans leur réseau de mandats exclusifs partagés de 50, de 60%, de 70%. Donc, heureusement, ils déforment positivement la moyenne. Mais il y a ceux qui n'en ont pas du tout, ou qui ont des mandats exclusifs, et qui disent, le mandat, il est exclusif, donc il est à moi. Mais il est à toi, mais qu'est-ce que tu peux en faire? Tu n'es pas universaliste, tu n'as pas toute la demande et tu n'as pas toute l'offre. Donc, même les enseignes les plus puissantes, on en a chez nous, jamais assez, chez Listigo. Moi, quand j'ai entendu ça de grands patrons, hein, mais tu sais, nous, on a presque tous les mandats, alors bon, on les partageait. Alors le presque déjà, oui, enfin le presque, si c'est 5% ou 10% des mandats, on est loin de la totale, hein, bon. Et on ne peut pas avoir cette prétention parce que aucune enseigne n'a l'essentiel du marché. C'est comme ça, c'est très bien, même les plus puissantes. Donc, le partage, c'est la solution. Et derrière ça, il y a une philosophie. Parce que le partage, on pourrait faire une émission entière sur ce qu'il veut dire dans les métiers. Il y a, par exemple, c'est un truc de fou, s'il y a une profession libérale dans la concurrence, c'est celle de promoteur. Et la copromotion, elle existe depuis des dizaines d'années. Moi, j'ai été promoteur. Quand l'autre a le terrain, que tu as le savoir-faire, la force de frappe, tu fais de la copromotion. Bon, c'est tout. Et notamment entre une enseigne locale, une grande enseigne nationale, par exemple. La copromotion, mais quand on réfléchit, on se dit, mais il y a quand même des gens qui sont de féroces concurrents qui arrivent à se tendre la main pour fabriquer un immeuble. Oui, bon. C'est sans doute le moment de le faire en 2025. Mais évidemment. Donc, on fait un résumé. On a dit qu'on était straight to the point, effectivement, sur cette émission, Henri. Le retour aux fondamentaux, c'est faire des choses finalement qui font partie du métier, mais qu'on a un peu oublié parce qu'on n'avait pas besoin. Mais on a l'obligation de le faire en 2025. C'est de se positionner sur les fondamentaux. On a parlé d'ingénierie financière. Bien sûr, innover et bien sûr mettre le digital au maximum au cœur des pratiques. Digitalisation et la data. L'utilisation de la data, on en a beaucoup parlé. On va en reparler dans le Club Excellence. Et ça ne coûte pas cher. On peut être un indépendant, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas être un mastodonte et avoir les outils. Il faut se promener dans les allées de Rent. Il y a des solutions à la portée d'un professionnel indépendant. Oui, il suffit effectivement de passer en revue tous les fournisseurs, les prestataires sur Rent, effectivement, qui présentaient leurs outils. Et puis, on l'a dit, le partage en 2025, trouver des solutions de partage. Tu as parlé de copromotion. On peut parler de co-immobilier, de travailler ensemble dans l'immobilier pour ouvrir, effectivement, augmenter ce taux de pourcentage exclusif, effectivement, de exclusif avec un partage à la fin pour apporter un meilleur service au client. Écoute, je pense qu'avec ça, on va faire une année 2025 exceptionnelle. C'est ce que je nous souhaite, Henri. Mais je le crois vraiment. Je pense qu'on a tellement de ressources en nous. Moi, je ne suis pas inquiet. Et si quelqu'un qui contribue à former la relève n'est pas optimiste, alors je ne sais pas qui va l'être. Moi, je vais quitter ce studio. Je vais aller parler devant mes jeunes de BTS. Je vais leur parler de la suite, des perspectives. Je vais rien leur cacher. Eh bien, je vais trouver chez eux plus de force que je n'en trouve chez mes pairs et mes contemporains. Et j'ai cette chance. Voilà. Ça me maintient jeune. Alors, là, il faut de la seniorité parce qu'il faut aller aussi défendre, il faut connaître son métier et de la fraîcheur des jeunes pour aller chambouler et dynamiser ce marché en 2025. Merci Henri d'être avec nous à nouveau, d'avoir été avec nous. Merci Thibaut. C'était un plaisir. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci.